Vous êtes prête à écouter ce que les gens pensent de vous ? Oula, ça dépend. Bonjour Yves Leca. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Ça va, je vous présente Mathilde Amet. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Yves Leca, vous êtes acteur et metteur en scène, mais surtout acteur, je crois. Oui, c'est ça. Et vous avez vu Open Space et Le Banquet. Est-ce que vous avez une question ou deux à poser à Mathilde ? Oui, tout à fait. Et d'autant que j'étais très intéressé. Il y a quelque chose qui rentre vraiment en écho et en sympathie avec ce que j'ai éprouvé en voyant ces spectacles. C'était la frustration et la psychiatrie, finalement. Et vraiment, les questions que je me posais, c'est comment vraiment vous avez travaillé avec les comédiens, parce que est-ce que tout était vraiment écrit, les situations, les intentions, est-ce que vous avez fait un gros travail de préparation, ou est-ce que vous êtes parti de désir, est-ce que vous êtes parti d'envie pour amener les comédiens finalement dans ce processus, dans ce parcours à épouser un petit peu ce désir et à épouser un petit peu ce mouvement et finalement, comment vous avez géré leur frustration ? Alors, c'est vraiment une question qui m'a souvent été posée, notamment par les comédiens. Comment est-ce que j'abordais ce langage ? En réalité, c'est très écrit. Oui. Toutes les situations sont écrites comme une didascalie. Ils se déplacent. Il y a même les sons parfois qui sont décrits, notamment sur Open Space. Ils s'assoient. Oui. J'avais écrit oui entre parenthèses. Ils se frottent les mains. Toutes les actions sont décrites, les situations et les états d'âme des personnages. Et donc après, effectivement, quand on travaille avec les comédiens, il n'y a pas de frustration, il n'y a que du développement. Il n'y a que du développement, c'est-à-dire que chacun va avoir son propre borborigme avec une phrase qui est évidente, comme si je décris une situation en disant il est frustré, il lui crie dessus, un truc du genre, je mettais entre guillemets, entre parenthèses, mais ça va pas bien, non ? Donc je dis tu le dis, vas-y, joue-le, ça va pas bien, non ? Et là maintenant tu refais cette musique-là, mais avec l'intention, le ton, et tu mets ce que tu veux comme son. Donc chacun a son borborigme, chacun sait exactement ce qu'il raconte, et chacun peut développer en cours de répétition, parce que c'est très inspirant en réalité de ne pas avoir de mots. Oui. Ça donne plein d'idées, et donc si ça rentre dans l'histoire, si ça ne sort pas de l'histoire, si ça rentre, si ça développe le personnage, moi je prends, mais ils ont vraiment une trajectoire très claire. On va d'un point A à un point B, le lundi on va de là à là, le mardi de là à là, c'est très prédéfini quand même. Et même d'ailleurs les sons ont été faits avant les répétitions. C'est-à-dire qu'ils savent que quand ils vont appuyer sur tel bouton, ça va faire tel son. Les sons étaient déjà préparés avant même que les répétitions commencent. Absolument, sur tous les spectacles. Les sons, D'accord, les musiques. Donc, c'était vraiment très écrit alors. Ouais. Merci beaucoup Yves. Merci à vous. Merci pour ces questions. Et bonne reprise théâtrale. Oui, bientôt. Ah bravo, bonne chance à vous alors. On se croirait là dans un jeu. On va prendre Florence Laverne. Vous êtes là Florence ? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actrice et metteur en scène, fraîchement, mais peut-être provisoirement reconvertie dans l'éducation. Oui. Vous avez vu Le Banquet et Open Space. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Mathilde ? J'aimerais lui poser une question sur le choix de ces comédiens. Moi, je trouve que dans les deux pièces, sont des comédiens très talentueux et que je trouve tous exceptionnels. Et ce sont des comédiens peu connus. Oui. Et je voudrais savoir si c'est un choix, une volonté de votre part. Alors, oui et non. Moi, j'ai auditionné tout ce que j'ai pu sur le premier spectacle, tous ceux qui étaient d'accord, parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient pas d'accord pour auditionner pour moi, vu que j'avais absolument pas fait de mise en scène avant. Donc, il y avait des méfiants. Il y avait des gens qui venaient quand même, mais ils étaient
tellement suspicieux que bon, on n'arrivait à rien. Et il y avait des gens un petit peu connus qui sont venus auditionner gentiment. Lou Denis-Hélion, par exemple, qui est dans Open Space, était déjà quand même sur M6 avec la série. Oui. Oui. Donc il est venu et lui, il s'est vraiment donné en audition. J'ai trouvé ça super. Donc j'avais pas choisi forcément qu'il soit pas connu, mais j'ai adoré découvrir des gens et faire découvrir des talents. Après, j'ai beaucoup travaillé sur c'est vraiment un travail très précis, justement parce qu'il n'y a pas de mots. Le moindre geste, c'est au millimètre près, tout est très travaillé, développé, tout prend sens, d'autant plus qu'il n'y a pas de mots. Le moindre geste, le moindre temps, tout devient très important, et ça, c'est fantastique de travailler en ayant cette capacité de pouvoir jouer du moindre geste. Florence Laverne, quand je vous ai contacté pour cette émission, je ne me doutais pas que vous aviez un lien artistique avec Mathilde Damé. J'aimerais bien que vous nous racontiez cette anecdote. Ça, c'est une anecdote et c'est un lien vraiment un petit peu éloigné. Une des dernières pièces que j'ai jouées, c'était une pièce de Victor Haïm qui s'appelle Jeu de scène. D'accord. Moi, c'est ce qui m'a poussée aussi à écrire, c'est de constater qu'il y avait très peu de rôles pour des femmes passées un certain âge, passées 40 ans. Et je sais qu'avec la comédienne avec qui nous avions cherché un texte justement pour 2 femmes, c'est Jeux de scène qui avait retenu notre attention. Puis c'est vraiment quelque chose qui parle de notre métier, de répétition, de théâtre, etc. C'est un texte magnifique. Mais le père de Mathilda n'était pas venu à Toulouse ? Si, il était venu. Ah, vous l'avez rencontré donc ? Oui. Bon. Il était venu faire une lecture de ces textes. Voilà, c'était une très belle rencontre. D'accord. Merci beaucoup, Florence Lavergne. Merci. À bientôt. On va prendre Régent Mourleva maintenant. Bonjour, Régent. Bonjour. Vous travaillez une voix tonique à 1h30 du matin. Ça fait du bien. Vous travaillez dans le son, vous êtes réalisateur sonore, mixeur, beaucoup de choses. Chouette. Est-ce que vous avez une question à poser à Mathilde Damé ? Oui, donc là j'ai découvert son travail que je ne connaissais pas du tout, c'était une belle surprise, surtout Open Space. Et en fait, je suis fan de burlesque en général, et c'est vrai que souvent le burlesque, ça repose beaucoup sur le silence, le temps. Le plus souvent, et là, ce qui m'a intéressé, c'est que, à l'inverse, dans Open Space, en fait, le bruit des gens est un peu constant. Enfin, il y a toute l'interaction sonore. La question, c'était celle de la genèse de ce travail, en fait, savoir qu'est-ce qui vous avait amené à me passionner pour le son, à développer ce travail-là, plus que les influences, en fait, savoir quel a été le déclic. D'où ça vient ? Ça vient que j'ai une oreille, j'entends tout le temps, et que c'est plutôt une souffrance. Tant que j'en fais pas quelque chose, c'est là, c'est encombrant. Donc, je me suis dit que les sons étaient drôles. En fait, les sons sont drôles quand on tend l'oreille. Il y a une puissance comique, je trouve, dans le son. Et puis, vous le savez aussi bien que moi, je suppose, mais il suffit de 2 dB supplémentaires pour qu'un son devienne drôle. Une chasse d'eau, par exemple, dans Open Space, 2 dB moins, c'est plus drôle, ça devient juste une chasse d'eau normale. Donc, c'est très intéressant de voir l'impact, en fait, et surtout la force évocatrice du son. Je trouve que l'image s'arrête à ce qu'on voit, alors que l'évocation sonore est infinie, puisque c'est tout ce qu'on imagine. Donc, je trouve qu'il y a une profondeur dans le champ lexical du son qu'il n'y a pas avec l'image. On ne se rend pas compte, en réalité, quand on regarde un film, l'impact du son et à quel point le son fait tout le travail. C'est-à-dire, on croit que c'est l'image qui nous raconte, mais le son apporte la tension quand il n'y en a pas vraiment dans l'image, apporte l'anxiété, apporte des tas de sentiments, en fait, qui sont inépuisable et infini, et c'est un travail qui est pas tellement fait au théâtre, le sound design. Et moi j'ai adoré spatialiser le son sur scène, mixer vraiment dans chaque salle. J'étais présente pour faire vraiment un mix sur chaque salle et travailler sur l'évocation sonore comme un voyage immersif. Merci beaucoup, Régent. Merci. Merci.
Mathilde Amet, je ne sais pas si vous le savez, mais Jean Nouvel, l'architecte, dans son immense cabinet d'architecte, il a un philosophe qu'il emploie à heure ouvrée. Ah bon ? Il y a toujours un philosophe avec lui pour que... Oh bah je vais faire ça un jour, si je suis riche. Je vais avoir un philosophe en permanence à côté. Mais en fait, s'il dit ça, c'est parce que... c'est que parfois on perd le cap qu'on s'était fixé et qu'un philosophe peut ramener. Mais pourquoi, Jean Nouvel, exactement faites-vous cet immeuble ou ce bâtiment ? Est-ce que vous avez un confident, une confidente, quelqu'un avec qui sur lequel vous pouvez éventuellement tester les choses ? Je suis souvent seule, en fait, dans mes réflexions artistiques. Et je crois que au départ, en tout cas, quand la chose doit naître, je crois qu'il faut cette solitude pour aller au bout de soi-même, au bout de ce qu'on veut raconter et au bout de l'inspiration, et surtout ne pas interrompre l'inspiration trop tôt en la mettant en rapport avec un regard extérieur. Faut faire attention quand on se lance dans l'écriture d'un projet un peu atypique, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Il faut le protéger parce que le donner à voir trop tôt, c'est risquer de l'abîmer, de le critiquer alors qu'il n'est pas fini, qu'il n'est pas encore... Et moi, je repasse beaucoup sur l'écriture. Là, mon prochain projet, j'en suis à ma V13. Je repasse. Ça se développe continuellement. Donc, j'ai pas vraiment de confident. Bon, il y a la personne avec qui je partage ma vie, bien sûr, qui est très cliente de ce que je fais, donc je lui raconte, mais il n'a pas toujours été présent dans ma vie, et je crois que sur le moment de la fabrication, par exemple, d'un spectacle, je suis très proche de toutes les personnes de l'équipe, et donc je parle à tout le monde, et on partage vraiment beaucoup de confidences sur la faisabilité de telle et telle chose, comment on pourrait y arriver, comment on réfléchit ensemble, on se mélange, on mélange nos imaginaires pour arriver à produire quelque chose. Il y a du Dr Jekyll and Mr Hyde en chacun de nous. Qu'est-ce qu'il y a de Monsieur X en vous ? C'est pas parce que vous avez écrit un personnage d'homme et que vous êtes une femme et qu'il a 25 ans de plus que vous, qu'il n'y a pas, à mon avis, d'incroyables correspondances. C'est la vie d'artiste. En réalité, ce que j'ai voulu raconter avec Monsieur X, c'est justement cette solitude dont je parlais juste avant, qui est propice à la création. Je crois pas que ce soit tout à fait possible d'aller au bout de sa création et de son idée dans l'écriture, en tout cas dans le processus d'écriture, en étant dérangé par justement le brouhaha dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'il faut un isolement, et cet isolement, il est beau. C'est un isolement parce que la solitude dans nos sociétés est condamnée, systématiquement, quasiment. Elle est même fuie, elle est même, stigmatisée. Elle est stigmatisée, et puis elle est fuie dès le départ par des parents anxieux, que leurs enfants s'ennuient, et qui remplissent leur planning, et donc les enfants n'apprennent même plus à les bénéfices en fait de la solitude. Moi, je me souviens des moments d'ennui dans mon enfance, et je crois que c'est là que cet ennui, a priori ce vide, donne lieu au développement de l'imagination. Donc cette solitude, moi j'ai essayé par Monsieur X de aussi montrer la joie de ma solitude, c'est-à-dire à quel point l'artiste peut tout à coup transcender n'importe quel petit objet du quotidien en quelque chose et lui donner sens ou lui donner vie. Mais il est bien connu que l'ennui porte conseil, pas juste la nuit. Alors il y a une quatrième question pour vous, mais à cause du décalage horaire, on a été obligé de l'enregistrer. Howdy, Matilda. This is Dolly Parton on the phone. And I've heard so much from my friends of mine in Paris that your play, Le Banquet, not sure I pronounced that right, but I heard it was really something. And my friends, they just adored it. And amazing enough, are still married after seeing your show. And people, just being people. But the reason why I'm calling you today is because I'm so thrilled that you chose to use my music, not just one, but 8 of my songs. Especially
One of my favorite songs of all time. And close to my heart. 9 to 5. Shucks, that song has more lives than a cat. And it was my first movie I did in the 1980s with that Marilyn hairdo. And I was a newbie. And at the time I could tell you, I sure did my Dolly thing. So I thank you, sweet darling, for sharing my music. And please drop by next time you're in Nashville. Elle est vraiment super sympa, cette Dolly Parton. Oh, c'est une blague. C'est une ça blague. Ça me fait beaucoup de peine que vous pensiez que ça puisse être une blague, Mathilde Hamel. Mais enfin, vous vous rendez compte ou pas? Non, mais c'est foufou si c'est vraiment elle. Avec Facebook, vous êtes complètement dingo. On peut trouver tout le monde. Oh non, Dolly Parton. Non, c'est une comédienne. Oh, wow. Mais Her j'ai quand accent même... is so perfect. She knows how to do this. Mais vous avez été troublée quand même. J'ai été troublée parce qu'elle a l'accent et la voix. Ah la vache. Ah. Alors, je vais décliner l'identité de cette comédienne, mais évidemment, cette question, c'était pour parler de l'importance de la musique dans votre travail. Parce que quand on fait des pièces sans mots, paradoxalement, l'importance de la musique est décuplée. Bien sûr, et puis même, moi j'aborde la parole, je la transforme et je la musicalise. En réalité, le borborigme, c'est une transformation du langage parlé en musique. Quand dans Open Space, ils décrochent, ils font une musique que tout le monde reconnaît, et c'est pour ça que ça fait rire à chaque fois. J'étais cette musique du standardiste ou de la standardiste qui décroche, c'est de la musique. Donc j'adore transformer cette parole en musique. Donc oui, pour moi, tout est musique en vrai. Alors on va rendre à César ce qui appartient à César, et on va rendre à Stacy ce qui appartient à Dolly, ou l'inverse. La comédienne, c'est Stacy DeVorzon, qui est une comédienne américaine qui est née à Beverly Hills, en Californie, et on peut la voir dans un film qui a été nominé aux Oscars cette année en meilleur film étranger, qui s'appelle The Man Who Sold His Skin, avec Monica Bellucci. Voilà, et on a pu aussi la voir dans Scène de ménage. Extra. Ouais, merci, c'est rigolo. J'y ai cru, hein. Je me suis fait avoir.